Dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument Abdul Karim Camara dit Cabral. Il y a exactement 33 ans que Cabral disparaissait. Le Premier ministre, la famille, les proches ainsi qu'une foule d'anonymes ont rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu cet après-midi. Coupure d'électricité intempestive de jour comme de nuit. Population en grogne. Quelles sont les raisons de ces délestages? Comment la société EDM gère-t-elle cette situation? Quelles sont les conséquences sur le quotidien des Bamakois? C'est le dossier de ce journal signé Dey Sissoko. Première sortie issue des Aiglons à la 18e Coupe d'Afrique des Nations Juniors. Le Mali a arraché la victoire au Nigeria cet après-midi à Oran par le score de 1-0. Par cette victoire, les poulains de Dougoutigui ont battu les tenants du titre. Ils affrontent mercredi la RDC. Dimanche 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Une édition que nous débutons avec les nouvelles du front. Hier samedi, lors d'une mission de fouille dans l'adrar des Iforas, un soldat français a trouvé la mort et 3 autres ont été blessés. Ce décès porte à 5 le nombre des soldats français tués depuis le début de l'opération Serval au Mali. Le président de la République par intérim ainsi que toute la nation malienne portent non seulement le deuil, mais ils rendent surtout hommage au courage et à la témérité du caporal Van Doren, ce vaillant soldat tombé sur le champ de l'honneur. Sidiki Dambélé. Âgé de 24 ans, le caporal Alexandre Van Doren du 1er régiment d'infanterie des marines d'Angoulême a trouvé la mort quand le véhicule blindé dans lequel il se trouvait a sauté sur un engin explosif. L'incident s'est produit dans une vallée située au sud de celle d'Amététed, le sanctuaire d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont les soldats français et tchadiens ont repris le contrôle début mars à une centaine de kilomètres au sud de Tessalit. Le caporal Van Doren était engagé au Mali depuis le 24 janvier et devrait célébrer son 24e anniversaire le 8 avril prochain. Il est marié et père d'un enfant. 3 autres soldats français ont été blessés par l'explosion, dont 2 assez sérieusement. Ils ont été évacués vers l'antenne médicale de Tessalit et devraient être rapatriés ensuite vers la France. Le président de la République par intérim et le président français François Hollande ont tous rendu hommage au caporal Alexandre Van Doren avant de saluer la détermination des forces françaises dans l'ultime phase, la plus délicate de leur mission au Mali. Le caporal Van Doren est le 5e militaire français tué au Mali et la première victime d'un engin explosif depuis le début de l'opération. 3 d'entre eux sont morts courant mars dans les Iforas et la région de Gao. 1200 soldats français et 1500 tchadiens traquent actuellement les combattants islamistes dans les massifs des Iforas. Et nous avons ce message du président de la République, professeur Djankounda Traoré, suite à la mort du caporal Alexandre Van Doren. C'est avec tristesse et émotion que j'ai appris hier la mort au combat du caporal Alexandre Van Doren du 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême lors d'une mission de fouille non loin de Tessalit, dans les massifs de l'Adrar des Ifoga. En cette douloureuse circonstance, je présente au nom du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien mes condoléances les plus émues au président de la République française François Hollande, au gouvernement et au peuple français ainsi qu'à la famille du disparu. Nous nous inclinons très respectueusement devant la dépouille mortelle de ce jeune soldat de 24 ans dont le nom s'inscrit désormais en lettres d'or dans les annales de la guerre impitoyable que le monde civilisé mène au Mali et ailleurs contre le terrorisme et le narcotrafic. Le sacrifice ultime qu'il a consenti force, respect et admiration et continuera d'inspirer ses frères d'armes français et de la MISMA qui ne laisseront aucun répit aux terroristes quel que soit le lieu où ils se cachent.
Par la même occasion, je souhaite un prompt rétablissement aux soldats blessés au cours de la même opération. Je renouvelle ma confiance et mes encouragements à l'ensemble des troupes engagées dans les combats pour bouter les terroristes hors de notre pays, signé professeur Djankounda Traoré, président de la République par intérim. Hommage rendu aujourd'hui également à feu Abdul Karim Kamara dit Cabral, le leader estudiantin des années 70, s'est éteint il y a de cela 33 ans. À l'occasion de la commémoration de la date anniversaire de sa mort, le Premier ministre Django Sissogo a déposé cet après-midi une gerbe de fleurs au pied du monument érigé à la mémoire de l'ULUS disparu. L'initiative émane de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. C'était Alafia Bougou en présence de membres du gouvernement, de la famille, des proches, ainsi qu'une foule d'anonymes venus partager l'instant solennel. Mohamed Diarra a assisté à la cérémonie, son récit. Il y a des hommes qui de leur vivant marquent l'histoire de leur pays. Et Abdul Karim Kamara dit Cabral en est un. Ce jeune leader estudiantin qui nous a quittés à la fleur de l'âge avait 25 ans. 33 ans après, le Mali se souvient du combat pour lequel il a été assassiné. Monsieur le Premier ministre, l'AMSUNEM, comme vous-même, est soucieuse du devenir de notre pays. C'est pourquoi nous disons qu'il nous faut investir dans le savoir, dans le jeune malien. Il nous faut lui inculquer les valeurs fondatrices de notre culture, celles du courage, de la bravoure, de l'honneur, de la dignité, du respect, de la chose publique, toutes vertus qui ont permis à nos aïeux de bâtir les empires du Ghana, du Mali, du Songhai. Des idéaux qui doivent servir de repères pour les élèves étudiants. L'idéal est de parvenir à la refondation d'un Mali nouveau avec en priorité la formation, dixit le secrétaire général de l'AMSUNEM. Un discours responsable dont la quintessence est partagée par le Premier ministre. Django Sissoko salue la volonté des responsables de l'école déterminés à faire en sorte que celle-ci sorte des soubresauts qu'elle traverse. Le consensus national construit autour de l'école doit être préservé et consolidé. Ceci est indispensable pour réussir la refondation de notre système éducatif. L'heure n'est donc plus à la division, mais plutôt à la cohésion sociale. Le gouvernement, pour sa part, ne faillira pas à ses engagements. La crise sécuritaire et institutionnelle imposée à notre peuple ne permet pas de prendre aujourd'hui de nouveaux engagements dont la prise en charge financière n'est pas à notre portée. Cependant, je réaffirme que le gouvernement honorera tous les engagements déjà pris. L'ombre de la crise sécuritaire aura donc plané sur la cérémonie de recueillement. Hommage a été rendu aux élèves du Nord qui ont subi les rudes épreuves imposées par les occupants. Un hommage particulier a été rendu aux militaires français et aux troupes alliées qui combattent aux côtés des militaires maliens pour libérer notre pays. La directrice exécutive du Programme alimentaire mondial PAM est en visite au Mali, visite qu'il a conduite dans certaines régions du pays. Après cette tournée, elle a pu toucher du doigt les urgences auxquelles le Mali fait face. Madame Cousin a réitéré l'accompagnement de son institution dans ces domaines d'intervention au Mali et a révélé le coût de l'opération d'urgence malienne qui s'élève à 137 millions de dollars. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Youssouf Diakité. Cette conférence de presse de la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial en mission au Mali a pour objectif d'édifier les journalistes sur l'assistance humanitaire de l'organisation onusienne. Madame Ertarin Cousin précise en répondant aux questions des journalistes qu'en 2013, le PAM apportera une assistance alimentaire à plus d'1 million de personnes au Mali à travers deux principaux programmes. Une opération d'urgence pour les personnes touchées par le conflit et un programme pays répondant aux besoins chroniques dans les régions du Sud. Le PAM travaille en partenariat avec l'UNICEF pour s'assurer que la malnutrition la malnutrition est combattue.
Alors le PAM s'occupe de prévenir la malnutrition, de s'occuper de la malnutrition modérée des enfants, alors que l'UNICEF répond aux problèmes plus aigus de malnutrition quand les enfants sont en malnutrition sévère. Le PAM évalue de près, surveille de près la situation de sécurité alimentaire au nord Mali, mais surtout s'assure que l'assistance alimentaire peut atteindre ces populations dans le besoin. L'opération d'urgence, précise-t-elle, soutient environ 650 000 personnes à la fois, les personnes déplacées à l'intérieur et les familles d'accueil. Les programmes pays assistent près de 526 000 personnes spécialement dédiées à la prévention de la malnutrition chez les femmes et les enfants et l'alimentation scolaire. Autre précision donnée par la directrice exécutive du PAM aux journalistes, en plus de l'assistance aux personnes déplacées affectées par le conflit au Mali, les PAM et ses partenaires assistent les réfugiés maliens dans les pays voisins, notamment au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Le coût de l'opération d'urgence au Mali en 2013 s'élève à 137 millions de dollars. Cette conférence de presse de la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial PAM fait suite à ses déplacements effectués dans les régions du pays, notamment en 5e région, précisément à Mopti. Elle était accompagnée par le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées. Moustapha Doumbia, correspondance. C'est à l'aéroport international Ambodjo de Mopti que les autorités de la 5e région ont accueilli la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, accompagnée du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. C'est le premier responsable de cette institution et on sait aujourd'hui le rôle qu'ils ont eu aussi à jouer pendant la crise. Elle est venue ici aujourd'hui, c'est pour se rendre compte de ce qui se passe. Pour s'imprégner des conditions des personnes déplacées du Nord dans la région de Mopti, la délégation a échangé avec l'exécutif régional au gouvernorat de Mopti. Elle s'est ensuite rendue à Djenedaga où elle a assisté à une distribution de vivres qui s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence exécuté par CARE International et le Programme alimentaire mondial. Dernière étape de la visite, le site d'hébergement des déplacés à Sévaré. Et là, c'est la visite des locaux, de l'infirmerie et un échange avec les habitants du site. My impression is that the crisis is not over here in Mali. Ma impression est que la crise n'est pas encore terminée et nous sommes engagés aux côtés du gouvernement malien pour pouvoir travailler ensemble de façon à ce que les populations qui en ont besoin puissent avoir ce dont ils ont besoin en matière alimentaire jusqu'au moment où ils seront capables de rentrer chez eux à la maison. All of the people until they can go home. A signalé que le coût de l'opération d'urgence du Programme alimentaire mondial au Mali est de 137 millions de dollars pour l'année 2013, soit environ 68 milliards et demi de francs CFA. Et place à notre grand format de ce journal. Il concerne une réalité que les Maliens, particulièrement les Bamakois, vivent en ce moment et je peux vous certifier de façon très pénible. Il s'agit des coupures d'électricité intempestives des DMSA depuis près d'un mois. Des coupures qui ont lieu sans aucun avertissement. Les populations de la capitale de Bamako et environ passent leur journée et souvent leur nuit sans électricité. Dans la pensée populaire, elle est surtout due à la forte chaleur du moment, mais est-ce réellement cela? Quelles sont les vraies raisons de ce délestage qui ne dit pas son nom? Comment la société et des MSA gère-t-elle cette situation et surtout comment les populations perçoivent-elles ces coupures? Autant de questions qui trouvent réponse dans cette enquête signée Dei Sissoko. Depuis maintenant plusieurs jours, la ville de Bamako connaît des coupures d'électricité intempestives. Les techniciens de l'énergie du Mali et des MSA expliquent cela par des problèmes de trésorerie. Pour remédier au problème, la société est obligée de procéder à des dysfonctionnements, ce que le commun des mortels appellerait plutôt des délestages. Le mot délestage, vous savez, c'est quand on est en incapacité de faire face à la forte demande. Généralement, pendant la période de fraîcheur et autres, nous arrivons tant bien que mal à maîtriser globalement la situation. Mais ceci dit, depuis un certain moment, nous avons des difficultés d'approvisionnement en combustible. Parfois, on attend une citerne, 10 citernes, et on se dit, elles seront là dans telle heure. Bon, avec le flux et le trafic des pays, parce que le Mali n'est pas producteur de combustible. Nous payons avec des importateurs à qui nous devons aujourd'hui énormément d'argent. Actuellement, il nous faut coûte que coûte près de la moitié de ces citernes, donc près de plus de 200 millions
de dépenses par jour dans le combustible, c'est-à-dire le gasoil ou bien le fil lourd. Cela nous a handicapés et continue de nous handicaper ces derniers temps parce qu'il y a une tension de trésorerie. Ces dysfonctionnements donc, appelons-les ainsi, pénalisent grandement la vie de nombreuses populations de Bamako et environ. Depuis que les gars n'ont pas 600, nous courons que les maisons en bas que tout le monde. Fama quand on a dit ou quand on fait là. Ni l'empane de bambolo 600. Nous courons que la droite amène les menées. Bon l'empane tu mets ça faut la que met ça bas. 600 au baissant que menani. Je crois que ça devient vraiment intempestif, insupportable, surtout pendant cette période-là. Nous courons que la 600. Ante sunoro. Ante on te sunoro. Yaye. So fene be 600 cette période de temps. Yaye. Hein? En Afrique au fene be alante jisma soro kamira ka galene. Ame période no be fait là. Uga courant priorité au kono be janye quoi. C'est tellement gênant. Et sur le plan même sécuritaire, de par ces temps qui courent, on doit faire en sorte qu'il y ait du courant. Bitugu de kelme kan la munu. Alu kosen na kasi do kera. O sababu wara dibila. Ni yelembe am se ka fon repérer yoro jan. D'un autre côté, certains comprennent cette situation qui, selon eux, est due à la crise que traverse le pays. Bon, mais on comprend comme tu peux dans les crises. On comprend un peu, sinon Agoni c'est pas bon, surtout dans l'insécurité. Par rapport à la crise que nous vivons, c'était prévisible que les coupures allaient venir un peu plus tôt. Et c'est les pouvoirs publics qui n'ont pas pu apprécier à temps le problème. Il faut noter que ces dysfonctionnements menacent grandement l'activité économique du pays, car plusieurs entreprises ne fonctionnent qu'avec des groupes électrogènes. À Malilé SA par exemple, les groupes électrogènes fonctionnent plusieurs heures par jour depuis le début des coupures. D'après les informations recueillies auprès du directeur technique de la société, les coupures d'électricité leur reviennent extrêmement chères. Les responsables déplorent ces dysfonctionnements et estiment qu'ils pourraient mieux s'organiser s'ils avaient un planning de coupure. Dans le secteur informel, par contre, où les entreprises ont rarement un capital suffisant pour cette production d'appoint, la perte de recettes due aux coupures de courant peut être importante. Sans problème, bas de banque, et puis courant ni donc au terre le chômage là au faut la santé minko ani client robe blanc na do ba famia do ta famia donc un problème nga gelen quoi wallahi depuis courant indam na anti client soro client mana na obe décourager ngolo ko yere fana ali o bebe jani kurai donc anga bara be salon bara be de kurai donc vraiment nous sera la solution sur le courant ko ina be jani ko sebe. Cependant, d'autres travaillent, électricité ou pas, grâce à leur groupe. Parce que groupe manga ala ben toro parce que nga baraka la do aten toro quoi. Les groupes électrogènes se sont répandus au Mali, mais leur usage génère des coûts importants, de la pollution atmosphérique et surtout beaucoup de bruit. Certes, notre pays ne manque pas de soleil, mais le panneau solaire reste encore cher et l'installation encore plus, surtout lorsque la maison n'est pas au préalable équipée pour cela. Au nombre des efforts déployés actuellement par EDM SA pour mettre fin au problème de fourniture d'électricité, il y a l'interconnexion Côte d'Ivoire-Mali. Seulement, sur les 80 MW prévus, seuls 30 sont fournis et couvrent Sikasso, Koutiala, Ségou et une partie de Bamako. Vous savez, nous sommes en interconnexion avec la Côte d'Ivoire depuis septembre. Et lorsque la Côte d'Ivoire, le réseau interconnecté, pourra nous fournir le maximum, parce que vous savez, il était prévu qu'au démarrage du projet, qu'on ait 80 mégas. Mais ils ne peuvent actuellement nous donner que 30 mégas. Manantali vient pour près de 105 mégas. Donc c'est notre grand fournisseur de Sélengué, le petit barrage de Sotuba et les grands ouvrages de Balengué, c'est-à-dire la centrale thermique, et de Sopam ont pu nous fournir. C'est peu par rapport à la demande. Pour l'heure, aucune solution miracle ne pourrait endiguer instantanément ces coupures. Par contre, une gestion efficiente et rationnelle est préconisée pour les partager équitablement entre les différents clients. Notons qu'EDM SA prévoit une nette amélioration à compter de ce mardi 19 mars. En attendant, vous pourrez toujours vous éclairer au groupe, à la lampe, à la torche ou à la bougie.
Autre casse-tête du moment, celui de la montée du banditisme et autres larcins dans le district de Bamako et ses environs. Heureusement, les autorités veillent au grain. Les forces de sécurité continuent leur opération de ratissage. Hier soir, une patrouille mixte de grande envergure a sillonné toutes les communes du district et environ avec comme objectif global la quiétude et la sécurité des populations et de leurs biens. L'opération a mobilisé plus d'une trentaine de véhicules et 300 agents des forces de l'ordre. Abdraman Maïga a suivi la patrouille, son reportage. Loin d'être une opération coup de poing, cette patrouille, de par son caractère, est un exercice de routine pour les éléments des forces de l'ordre. Cet exercice a pour objectif de permettre aux populations de vaguer à leurs occupations en toute quiétude. Compte tenu de la situation actuelle du pays, il était important pour la hiérarchie, avant la sortie des 300 éléments mobilisés pour la circonstance, de leur donner un certain nombre de conseils. Veillez au respect des règles. Ne posez pas des actes ou dire des propos de façon à ternir l'image de l'uniforme. Agissez avec prudence, courtoisie et fermeté. Pour une bonne coordination de cette patrouille, la ville de Bamako a été divisée en 4 secteurs dirigés chacun par un commissaire. À 22h44, le premier véhicule avec à son bord le commissaire Djenaba Diarra donne le ton. Elle et ses 75 éléments prennent la direction du secteur 1, composé des communes 1 et 2 du district de Bamako. Le secteur 2 comprend les communes 2 et 3 et avait pour chef de mission le commissaire Magangui. Pour les secteurs 3 et 4, c'est-à-dire les communes 5 et 6, il avait respectivement pour chef de mission les commissaires Djenaba Bouré et Alfousseini Sou. Pour les secteurs 2, 3 et 4, au moment du passage de notre équipe de reportage, le constat est que les opérations se déroulent normalement sans incident majeur. Pour le moment, les opérations se passent bien. Donc, on a sillonné tout d'abord les différents coins qui sont censés être le nid des bandits. Vraiment, ça va. Tout le monde collabore. Les gens ont compris. Nous n'avons pas eu de difficultés pour le moment. Au cours de cette opération, nous avons constaté que malgré les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, certains citoyens semblent encore hostiles à l'interpellation des forces de sécurité. C'est par exemple le cas de cet homme au carrefour de Manyambougou face au Kanou. Cette attitude démontre une fois de plus que cette opération de routine effectuée par nos forces de sécurité rencontre quelquefois certaines difficultés et par conséquent tend à rendre la collaboration population-force de l'ordre difficile. Une coopération pourtant indispensable sans laquelle la traque des bandits et autres grands criminels ne sera pas chose aisée. Suite et fin de la série de rencontres du premier secrétaire du PS au Mali, Harlem Désir, a rencontré au cours de son séjour Bamako les deux partis maliens membres de l'IS. Il s'agit de l'ADEMA et du RPM. La rencontre avec le RPM s'est tenue le 15 mars 2013 à Sébinkoro, domicile d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président du parti. Les échanges avec la délégation française ont porté sur la crise malienne dont IBK a résumé les origines. Le président du RPM a rappelé la constance de ses positions depuis le coup d'État du 22 mars 2012. Il a également rendu hommage à la France pour son intervention. Plus de 220 millions de francs CFA pour 45 écoles de Djabali, un don de Plan Mali pour la réalisation d'infrastructures scolaires pour la petite enfance et la distribution de kits scolaires. Du Ségou, le compte rendu de Fousseini Samake. Cet appui de Plan Mali est composé de kits scolaires, kits pédagogiques et réalisation d'infrastructures espaces amis des enfants, forage, blocs latrines, sans oublier les volets formation. Le coût total de cet appui s'élève à 220 millions de francs CFA. Il est destiné à 45 écoles de la zone de Djabali touchées par les événements du 14 janvier 2013. Toutes nos actions vraiment là sont dirigées en faveur vraiment de l'enfant. Nous allons former des enseignants, nous allons donner des kits scolaires, nous allons donner des kits pédagogiques, nous allons donner des kits de classe, nous allons mettre en place des espaces amis d'enfants pour vraiment minimiser les traumatismes. On va créer aussi des espaces d'éveil qu'on appelle des jardins d'enfants dans ces communautés-là. Et on va réhabiliter les points d'eau défaillants dans les écoles. On va construire des latrines dans les 45 écoles que nous avons choisies. Nous tendons vers la gratuité de l'éducation, ce que je demande maintenant aux populations, en particulier aux directeurs d'école, aux comités de gestion scolaire, aux élus des communautés, aux élus des collectivités, de veiller à ce que ce matériel-là soit judicieusement utilisé. Dans cette situation difficile,
Nous nous félicitons du choix de l'ONG internationale Plan Mali, fidèle à sa vision qui est celle d'un monde où tous les enfants pourraient réaliser leur plein potentiel dans les sociétés respectueuses des droits et de la dignité de l'homme. Le coup d'envoi de la réalisation des infrastructures a été donné par Suleiman Sangaré, préfet adjoint de Nyono, à travers les premiers coups de pioche du bloc latrine de Djabali. Fidèle à ses habitudes, l'association malienne pour la paix et le salut, AMPPS, en collaboration avec l'ambassade du Royaume de Danemark au Mali, revient avec son projet d'élargissement du dialogue islamo-chrétien. Cette rencontre de 2 jours est axée sur l'actualité du pays et sur l'importance du dialogue en toutes les couches de la société. Les diplomates des pays amis et frères, notamment le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria et les États-Unis d'Amérique prennent part à la rencontre qui se tient au CICB. Garibou Pérou. Encourager la tolérance et le bon voisinage, telle est la vocation de l'Association malienne pour la paix et le salut qui a organisé cette première réunion de suivi du projet d'élargissement. Une rencontre qui paraît importante puisqu'elle coïncide avec cette période de radicalisation d'un certain islam qui a longtemps semé la terreur dans les 3 régions nord du Mali. Le dialogue islamo-chrétien prône un ensemble de valeurs bâties autour de la référence permanente de nos cultures et non une vision, une interprétation et une application erronée et honteuse de la charia. Les premiers Sahaba ont immigré vers l'Abyssinie et chez un roi chrétien qui les a acceptés et lorsqu'ils étaient torturés à la Mecque. Une cohabitation harmonieuse des religions est la plus grande des aspirations des autorités maliennes. Elle facilite d'ailleurs la tâche de la commission dialogue et réconciliation dans l'élaboration d'une feuille de route qui va restaurer la confiance entre Maliens, ensuite poser les nouvelles bases démocratiques. Quelqu'un disait que ce qui réunit est plus grand que ce qui nous sépare. Parler de dialogue islamo-chrétien, c'est une voie noble d'aller vers cette réconciliation. Au cours de cette rencontre, 5 communications seront données sur l'importance du dialogue. Elles seront successivement faites par l'islamologue ivoirien Cheikh Ibrahim, le pasteur Urbain Dambélé, le docteur Amidou Traoré et le pasteur Daniel Dambélé. Les questions des mariages interconfessionnels, la pratique de jeûne ou encore le pèlerinage seront aussi abordées selon le président de l'association. Cette rencontre conduira l'association à organiser en avril et en juin prochain au Mali 2 rencontres internationales pour mieux faire comprendre sa vision du monde. Et toujours dans le même registre, notez ce rendez-vous, votre émission Questions d'actualité de ce soir autour du thème Islam et terrorisme, les exactions commises au nord du pays, au nord du Mali par les terroristes au nom de l'islam ont été mal interprétées dans certains pays musulmans. Les invités de Niaza Koulibaly entendent lever toute nuance entre ces actions terroristes et l'islam. Question d'actualité, c'est ce soir après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible et ça sera en langue bamana. Dans vos kiosques, vous trouverez désormais cet ouvrage de Bandjougou Gakou, Islam et démocratie, le 11e commandement. L'auteur met en exergue le rapport entre la religion et la politique. Il nous fait l'historique des systèmes démocratiques. À lire dans ce livre de célèbres versets de Oumar Ben Khattab, 2e calife. Voilà, Islam et démocratie, le 11e commandement. Restons dans le monde littéraire avec cette autre sortie, Le drapeau sale. C'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage qui explique les grands événements et les injustices dont l'auteur a été victime. Le livre est composé de 90 pages que nous fait découvrir Tchemoro Konati. Intitulé Le drapeau sale, cet ouvrage de 90 pages est une publication autobiographique de son auteur. Salif Diarra, enseignant de son état, né vers 1946, raconte les vicissitudes de sa vie. Renvoyé de l'école à Mopti et traduit en justice pour n'avoir pas salué les drapeaux, l'écrivain Diarra a écopé de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Puis il s'est retrouvé à l'étranger pour poursuivre ses études et revenir enseigner dans le même établissement. Je parle de ma vie et diverses chroniques telles que la religion, le sport, la politique,
l'amour. Selon l'auteur, ce livre est un appel à la persévérance face au désespoir et à la détermination face aux situations difficiles. Au cours de la cérémonie de présentation de l'ouvrage, des témoignages sur la bravoure de l'écrivain ont été faits. Les intervenants ont toutefois dénoncé les peines qui lui ont été infligées. Ça ne valait pas la peine de le traîner en justice, d'aller jusque devant un procureur ou autre chose. Moi, je crois qu'on était assez armé à l'époque au niveau du parti pour éduquer un militant, pour lui dire de ne pas refaire ou le mettre dans une école idéologique ou de formation culturelle, c'est tout. Par la publication du drapeau sale, le paysage de la littérature s'enrichit. Sport, football, CAN Junior Algérie 2013. En ouverture du groupe B, le Mali a battu cet après-midi le Nigeria, détenteur du trophée, 1-0. Une belle entrée en matière des Aiglons dans cette CAN. Le but a été marqué par Adamanian à la 13e minute. Il faut noter, la deuxième sortie des Aiglons du Mali est prévue mercredi prochain face à la RDC. Félicitations aux Aiglons. Voilà, c'était cet après-midi. Et toujours au plan des compétitions continentales des clubs, le Stade malien de Bamako a réalisé la bonne opération en s'imposant à Dakar 2-1 face à Casa Sport. En 16e de finale allée de la Ligue des Champions, Mamadou Koulibaly et Mandala Conté ont marqué les 2 buts stadistes. Par contre, le Djoliba AC a été battu à 2-0 par Saint-Georges. En Coupe de la Confédération, Recreativo Kala d'Angola a dominé l'Union sportive de Bougouni 4-0. Les 11 créateurs s'y sont inclinés sur la pelouse de l'Étoile du Sahel de Tunisie 2-1. Et parlons à présent du championnat national Ligue 1. La phase retour s'annonce difficile pour le COB qui vient de réaliser son deuxième nul, cette fois-ci contre l'ASCO, 0 but partout. Le CS de Goulovla, lui de son côté, en déplacement, a battu la GIA 1-0. Le résumé des 10 matchs avec Diarra Konati. Avec ses nuls vierges face à l'ASCO, le COB, deuxième après 17 journées, trébuche après cet autre nul et reste à 35 points. L'ASCO, consciente de son parcours mitigé, lors de la phase aller, n'avait d'autre choix que de se battre pour obtenir au moins un match nul. Dans cette rencontre, rien n'a réussi aux attaquants, soit par précipitation, soit par manque de réalisme devant les buts. Les 2 périodes restent identiques. L'ASCO et le COB se quittent donc sur le score nul et vierge. Juste après, la seconde rencontre avait mis aux prises la GIA et le CS de Goulovla. Le public est resté sur sa faim jusqu'à la pause, 0-0. Des retours de la pause, les joueurs ont eu des occasions, mais ils se montreront maladroits devant les buts. Finalement, les filets vont trembler à la 76e minute en faveur du CS de Goulovla. But inscrit par Mohamed Doumbia. Cette défaite 1-0 plonge provisoirement la GIA dans la zone rouge et le CS de Goulovla victorieux se refait une santé. La page noire de ce journal, Le Monde scolaire en deuil. Maman Touré, médaille d'or de l'indépendance, n'est plus. Il a reçu les honneurs ce vendredi avant d'être accompagné en sa dernière demeure au cimetière de Wayarma, Sékou Konaté. Né en 1927 à Gourma-Rarousse, le pionnier de l'indépendance qui tire ainsi sa révérence loin de sa terre natale, en raison d'une crise imposée à notre pays par les forces du mal, fut ses études de primaire à Gourma-Rarousse. Un CP bourse à Tombouctou, avant de se retrouver à l'école normale de Sikasso de 1943 à 1946. Puis vint l'heure de la production. Premier poste, Diré. Ensuite, Tombouctou. L'instituteur est ensuite à Kabara pour donner à la localité sa première école, avant de servir successivement à Bamba, Mopti, Rarousse. Militant de l'Union soudanaise RDA, Mahaman Touré, aux côtés de feu le président Modibo Keïta, de Mahaman Alassane Haïdara, engagera la lutte pour l'indépendance, ce qui lui valut la médaille d'or de l'indépendance en 1966. Reclassé professeur d'enseignement secondaire général en 1980, Mahaman Touré est nommé chef de division statistique à la direction régionale de l'éducation de Tombouctou. Il fera valoir ses droits à la retraite en 1983. L'homme est un modèle.
À l'école, il enseigne. À part de l'école aussi, il veut toujours de bonnes indications. Même si vous croisez en ville, alors quand vous faites des désordres, vous savez, toi-même qui enseigne comment tu fais ça, comment tu fais ça. Donc c'est un homme que moi je connais comme ça. Je sais le nombre de personnes qui pleurent aujourd'hui à Kabara, à Tombouctou, à Goundam, à Diri, Nyefenke, Rarous, Gao. C'est notre père, mais il a légué à ses enfants une éducation exemplaire. À ses élèves, il les a toujours dit, un homme, c'est d'abord le courage. Et l'État de rendre hommage à un pionnier. C'est une tradition bien républicaine que la nation rende hommage à ceux qui l'ont servi dans la dignité, dans l'honneur. Mahaman Touré, conduit par une foule nombreuse d'amis, parents et élèves inconsolables, repose désormais au cimetière de Wairema. Dors en paix, Père Touré. Voilà, que son âme repose en paix. Demain pour les éditions matinales, vous serez avec Sierra Bachili, 10h, 13h, 18h, 20h, et retrouvez Deici Sogo. Merci à toutes et à tous pour votre constante fidélité à l'ERTM, à suivre nos programmes également sur www.ortm.ml. Bonsoir et bon début de semaine.